Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Yes, merci. Donc, bonsoir à tous. Petite révision de droit de la famille aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais passer au travers des dispositions du Code civil qui s'appliquent. Je vais laisser mes commentaires sur les articles que je trouve importants et pertinents. Donc, on va globalement passer au travers du livre de la famille au grand complet. On va skipper adoption, puis on va passer rapidement sur filiation. Puis ensuite, on va aller regarder justement dans le Code de procédure civile quelques petits articles intéressants en termes de procédure familiale. On va aller checker la loi sur le divorce et on va ensuite aller checker toutes les questions de fixation, pension alimentaire, etc., etc. Donc, euh, allons-y. Donc, du mariage et de sa célébration. Donc, je vais partir très rapidement sur ça parce que, sincèrement, je ne crois pas qu'il y aura des grandes questions très complexes. La seule affaire qu'on a de besoin, c'est, disons, l'article 373 qui nous explique que, avant de procéder au mariage, le célébrant s'assure de l'identité des futurs époux ainsi que du respect des conditions de formation du mariage et de l'accomplissement des formalités précises prescrites par la loi. Et très important, s'ils sont mineurs, que le tribunal a autorisé la célébration de leur mariage. On peut se faire un petit renvoi à l'article 434 qui nous parle de régimes matrimoniaux et de contrats de mariage. L'article 434 qui nous dit que le mineur autorisé à se marier peut, avant la célébration du mariage, consentir toutes les conventions matrimoniales permises dans un contrat de mariage pourvu qu'il soit autorisé à cet effet par le tribunal. Et 435, les conventions non autorisées par le tribunal ne peuvent être attaquées que par les mineurs ou les personnes qui devaient être appelées à donner leur avis et elles ne peuvent plus l'être lorsqu'il s'est écoulé une année depuis la célébration du mariage. Donc, revenons à 373 et suivant. Donc, alinéa 2 de 373, on dit justement que le mineur peut demander seul l'autorisation du tribunal, le titulaire de l'autorité parentale ou le cas échéant, euh, le tuteur doit être appelé à donner son avis. Déclaration de mariage, règle. Attends, je te rappelle, attends. Je te rappelle tout de suite, attends. Oh, Je elle a écrit check que son micro est ouvert, je crois. Non, je l'ai juste mute. Je pense qu'il n'était pas au courant, il prenait un appel. Bon, registre des célébrants compétents, preuve du mariage. Bon, ça nous intéresse peu. Nullité du mariage. Bon, époux de bonne foi, blablabla. Non, non, mais dans le sens qu'on va pas, je pense pas qu'on va avoir à dealer avec ça à l'examen. Euh, on va regarder sur la loi sur le divorce plus spécifiquement les demandes pour la demande en divorce sous la loi sur le divorce, mais des questions de nullité du mariage, là, euh, écoutez, on peut aller voir ça, on pourrait voir ça dans une situation genre d'un dol ou quelque chose, mais tu sais, s'il y a de quoi, ben, on va voir la section sur la nullité du mariage, puis on applique les articles, là. Je pense pas qu'ils sont très complexes. 389, par contre, on peut se le surligner, là, la nullité du mariage éteint les droits qu'avaient les époux de se réclamer les aliments, à moins que sur demande, le tribunal, au moment où il prononce la nullité, n'ordonne à l'un des époux de verser des aliments à l'autre, ou s'il ne peut statuer équitablement sur la question, ne se réserve le droit d'en réclamer. Donc, l'idée globale, c'est de dire, généralement, quand il y a divorce, hein, on peut demander des aliments à son ex-époux. Là, ici, on peut nous mettre une petite mise en situation un peu funky, puis on dit qu'à la place d'avoir un divorce, on a une nullité de mariage. Puis là, à ce moment-là, c'est pas automatique qu'on va pouvoir se demander des aliments entre nous. Il faudrait que le tribunal l'autorise. Et s'il n'est pas sûr, il peut réserver le droit d'en demander pendant 2 ans. C'est l'alinéa 2 de 389 qui nous dit ça. Donc, le droit de réclamer des aliments ne peut être réservé que pour une période d'au plus de 2 ans. Puis ensuite, ben, il va s'éteindre. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous laisser une note euh, à l'article 585 qui parle justement d'obligations alimentaires. Puis on peut se laisser une note à 385 CCQ juste pour se rappeler justement qu'il y a possibilité, même dans le cas d'une nullité de mariage, de demander des aliments quand même. On pourrait penser à l'idée d'un mariage qui serait nul de par la mauvaise foi d'un des mariés,
puis que l'autre se retrouve un peu désavantagé dans tout ça, puis qui voudrait toucher une pension alimentaire, ben, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, des effets du mariage, donc les dispositions sont d'ordre public, droits et obligations, mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Bon. 394, donc les époux assurent ensemble l'autorité parentale. Ensuite, bon, les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. Euh, Ici, chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. On peut ici se mettre un renvoi, si on veut, à 1494 qui traite d'enrichissement injustifié ou dans certains cas, justement, la femme qui a passé la vie à la maison puis qui n'a pas travaillé pourrait réclamer justement à son ex-conjoint de l'argent parce que lui s'est enrichi un peu sur son dos. Ça dépasse. Hein? Ça dépasse les simples charges. Oui, oui, exact. Oui, oui. Ça dépasse des simples charges. Dans le sens que si elle a fait de la comptabilité sur le site pour son chum en même temps de rester à la maison puis que lui, il s'enrichit grâce à ça, ben après ça, elle peut lui réclamer de l'argent. Euh, un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. C'est juste que les époux entre eux se donnent mandat de se représenter dans les actes, puis c'est présumé que l'un est d'accord avec ce que l'autre fait. Par contre, s'il y a un problème, ben, ils vont voir le tribunal. Mais généralement, ces articles-là sont très peu réalistes parce que si tu es rendu à poursuivre en justice ton conjoint pour qu'il fasse de quoi, généralement, c'est que tu vas aller en divorce avant. Là. Mais l'option est là. Ensuite, 401 et suivant, de la résidence familiale. Donc, on ne peut pas, sans le consentement de son conjoint, aliéner, hypothéquer, transporter hors de la résidence familiale les meubles qui servent à l'usage du ménage. On a la définition, ça inclut les ornements, les tableaux, les œuvres d'art, mais non les collections. Ensuite, le conjoint qui n'a pas donné son consentement à un acte relatif à un meuble qui sert à l'usage de la famille peut, s'il n'a pas ratifié l'acte, en demander la nullité. Par contre, l'acte à titre onéreux ne peut être annulé si le co-contractant était de bonne foi. Donc, si mon mari vend le sofa à un nobody sur Facebook Marketplace, on ne peut pas demander l'annulation de la transaction parce que le pauvre nobody sur Facebook Marketplace, ben, ça serait très plate pour lui de devoir redonner le beau sofa. L'époux locataire de la résidence familiale ne peut, sans le consentement, sous-louer, céder, mettre fin au bail lorsque le locataire a été avisé, le blablabla. Bon, donc si le logement sert de résidence familiale, un des époux ne peut pas faire des affaires sans le consentement de l'autre époux. Ensuite, on a la protection de la résidence familiale quand c'est un immeuble de moins de 5 logements et l'immeuble de 5 logements ou plus. Ensuite, 408, l'époux qui n'a pas consenti à l'acte pour lequel son consentement était requis peut réclamer des dommages et intérêts de son conjoint ou de toute autre personne qui, par sa faute, lui a causé préjudice. Et 410, très, très important, on peut se l'encercler, attribution de propriété. On dit, en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, le tribunal peut attribuer à l'un des époux ou au survivant, donc quand le mariage n'existe plus à cause du décès d'un des deux conjoints, la propriété ou l'usage des meubles de son conjoint qui servent à l'usage du ménage. Il peut également attribuer à l'époux auquel il accorde la garde d'un enfant un droit d'usage de la résidence familiale. Donc, l'idée ici, c'est de dire, même si, par exemple, la résidence familiale, c'est une maison qu'a reçue mon conjoint en héritage et que donc, ça va être exclu du partage du patrimoine familial, puis que techniquement, c'est pas ma maison. Si je reçois la garde des enfants, je peux demander, si les circonstances s'y prêtent, que je tienne un droit d'usage de la résidence pour y vivre là avec les enfants. Ensuite, du patrimoine familial, 414 et suivant.
Ici, petite parenthèse, là, et généralement, quand on va avoir des mises en situation, des questions qui vont viser justement à établir lors d'un divorce, lors d'un décès, le partage du patrimoine familial et ensuite le partage du patrimoine des époux en général à travers la société des acquets. Il faut vraiment penser à ça. Il faut vraiment se dire que d'un côté, on fait d'abord le test du patrimoine familial. Donc, on prend tous les biens des conjoints, des ex-conjoints en devenir, puis on fait une bulle. On fait une bulle du patrimoine familial. Donc, on pitch toutes les affaires qui rentrent dans la définition de patrimoine familial. On les pitch dans cette bulle-là, on les sépare selon les règles de cette bulle-là, puis ensuite, on passe aux autres biens qu'on va pitcher dans la catégorie à quai propre, puis on va reséparer ensuite. Donc, on va vraiment faire une première bulle et un premier test, c'est patrimoine familial. Et l'idée ici, c'est que le mariage va entraîner la constitution d'un patrimoine familial. Peu importe le mariage qu'on fait, peu importe le contrat de mariage qu'on fait, on ne peut pas se soustraire au patrimoine familial. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est obligatoire. Donc, tout simplement, on est obligé, le patrimoine familial va se constituer. Après ça, on peut renoncer au partage, une fois que le divorce est fait. Mais au moment du mariage, on ne peut pas renoncer au patrimoine familial. La seule exception, c'est les mariages constitués avant 1989, je crois, moment où cette disposition-là est comme venue en force. Euh, mais encore une fois, si vous voyez l'exemple justement où on vous parle d'un mariage qui a eu lieu en 1967, puis ils sont exclus du patrimoine familial, admettons, mais là, ding, 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 on se laisse une petite note, puis, mais ça, encore une fois, à vérifier dans la collection de droit, à vérifier les, euh, dans les capsules, mais je me rappelle justement qu'il y avait un truc justement sur les mariages précédents 1989. Ah oui, c'est un super chien, Fred, mais en même temps, c'est le bon. Donc, on peut pas s'attendre non plus à de la gentillesse. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine familial? Première affaire, on se demande. C'est donc les résidences de la famille, les droits qui en confèrent usage, donc, par exemple, un droit d'usage de la maison, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour la famille. Donc, ça, c'est les biens de catégorie 1. Et ensuite, biens de catégorie 2, les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite. Super. Ensuite, entre également dans ce patrimoine les gains inscrits au nom de chaque époux en application de la loi sur les régimes de rente ou de programmes équivalents. Par contre, première exclusion, premier truc qu'on se note, si on est dans un cas de partage du patrimoine familial à cause du décès d'un des deux 12, à ce moment-là, on va exclure les gains visés au deuxième alinéa ainsi que les droits accumulés au titre d'un régime de retraite. Grosso modo, l'argent sous les régimes des rentes du Québec, tous les régimes d'épargne et retraite qui, dans leur loi, prévoient le droit à des prestations. Donc, généralement, les régimes étatiques, ça va être ça. Donc, si la loi prévoit déjà une rente qui va être payée au conjoint décédé, on ne va pas splitter le montant des rentes en deux pour qu'ensuite le conjoint touche juste la moitié des rentes à travers. En tout cas, ça serait un chiard. Donc, on dit, basically, si la personne décède, l'argent qui servait à la retraite et qui, dans la loi constitutive du régime de retraite, on dit justement que ça va être versé au conjoint survivant, bien, on sort ces biens-là du patrimoine familial et on ne les compte pas. Ensuite, alinéa 4, on dit aussi sont également exclus du patrimoine familial les biens échus à l'un ou l'autre des époux par succession ou par donation avant ou pendant le mariage. C'est pas juste succession, il y a aussi donation. Si on se fait offrir un bien en cadeau, ce bien-là est exclu du patrimoine familial. Puis ensuite, régime de retraite, ben, on nous dit justement les droits au régime de retraite, c'est bon, régime complémentaire de retraite, bon, épargne retraite, les REER et tout et tout. Donc, si on est dans une situation où il n'y a pas de décès, mais dans une situation de divorce, ben, les montants versés au régime de retraite vont être splittables entre les conjoints pour justement, là, s'il y en a un qui faisait full d'argent, puis il a full boosté ses REER pendant le mariage, puis l'autre, ben, il ne faisait pas trop d'argent, il restait à la maison, puis il n'a pas trop mis d'argent dans ses REER, ben, on veut compenser ça. Ici, mention très importante. Techniquement, ça pourrait être compris à la lecture de l'article, mais il y a une précision jurisprudentielle à cet effet, à savoir que les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite, ça veut dire que
un REER créé avant le mariage qui donne des intérêts ne serait pas considéré comme du patrimoine familial. Par contre, un REER créé durant le mariage va être considéré comme du patrimoine familial pour le capital et pour les intérêts. Donc, dans une situation où quelqu'un a un REER constitué pré-mariage, lors de la séparation du patrimoine familial, il n'y aura pas de prise en compte de ce REER-là, ni des montants qui sont rajoutés par intérêt. Euh, Par contre, si durant le mariage, il a versé des sommes au REER, là, ces sommes-là et les intérêts qui en découlent vont être considérés comme du patrimoine familial. Mais les sommes qui étaient avant le mariage dans le REER et qui ont donné des intérêts ne vont pas être considérées comme du patrimoine familial. Par contre, si on fait un quick jump jusqu'au régime des acquets, ben, les revenus d'intérêt du REER pré-mariage vont être considérés comme étant des acquets parce que ce sont des fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime provenant de tous ces biens, propres ou acquets. Donc, bien que le REER en soi possédé avant l'ouverture du régime matrimonial va être considéré comme étant un propre, les intérêts qui en découlent vont être considérés comme des acquets, mais ne seront pas considérés comme des biens qui relèvent du patrimoine familial. Donc, on nous dit, en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage, la valeur du patrimoine familial des époux, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à part égale entre les époux ou entre l'époux survivant et les héritiers selon le cas. Donc, on va grosso modo prendre la valeur du patrimoine familial, on va splitter en deux, puis tout le monde revient à la maison avec son argent. La valeur nette du patrimoine familial est établie selon la valeur des biens et des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation des biens qui le constituent à la date du décès de l'époux, à la date d'introduction de l'instance. Donc, la date, c'est vraiment la date d'introduction de l'instance en vertu de laquelle on statue sur la séparation de corps ou le divorce, ou on peut faire remonter ça à la date de cessation de vie commune sur demande. L'idée ici, c'est qu'une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, donc on va voir chez chacun des époux, on va regarder qu'est-ce que chaque époux possède qui rentre dans le patrimoine familial, puis on va établir la valeur nette de ce patrimoine-là. Et ensuite, on va en déduire certaines choses. On va en déduire premièrement la valeur nette que l'un des époux possédait alors au moment du mariage. Donc, si l'époux possédait un véhicule ou une maison ou des meubles au moment du mariage, on va déduire la valeur qu'avaient ces biens au début du mariage. On va aussi en déduire l'apport qui a été fait pendant le mariage lorsque cet apport provient d'une succession ou d'une donation, ou encore du réemploi des biens qui ont été échus par succession ou par donation. Et on va déduire également, premièrement, la plus-value du bien qui existe justement entre la plus-value acquise pendant le mariage par le bien dans la même proportion que celle qui existait entre la valeur nette et la valeur brute du bien, et aussi la plus-value acquise depuis l'apport dans la même proportion que celle qui existait au moment de l'apport entre la valeur de l'apport et la valeur brute du bien. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, si au début du mariage, je possède déjà une maison sur laquelle il y a une hypothèque de 150 000 et on va faire la valeur de la maison au moment du mariage moins 150 000 ça va me donner la valeur de cette maison-là, la valeur nette au moment du mariage. Fait que ça, c'est la première valeur que je vais déduire de la valeur de la maison d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais en déduire aussi la proportion de plus-value qui a été acquise depuis, pendant le mariage, en fait, pour justement avoir le montant total de la somme qui va m'être redonnée. Si on fait un petit exemple pour illustrer pour les gens qui nous écoutent, peut-être en différé aussi, pour être sûr qu'on comprenne bien ce qui se passe. Si, par exemple, j'achète une maison, en fait, il y a une maison à 500 000 que j'ai achetée avant mon mariage et que sur cette maison, il y a une hypothèque, disons, de 250 000 au moment du mariage.
Donc, au moment du mariage, cette maison-là va rentrer dans le patrimoine familial parce que ça va être notre résidence familiale, par exemple. Et donc, on va d'abord calculer la valeur nette du bien au moment du mariage. Donc, la valeur nette de la maison au moment du mariage, ça va être 500 000 moins 250 000, qui est l'hypothèque qu'il y avait sur le bien, parce que c'est une dette contractée pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation. Donc, on arrive d'abord à une valeur nette au moment du mariage de 250 000 $. Donc, ça, c'est mon premier chiffre. Ensuite, je vais déduire la plus-value acquise par le bien durant, justement, euh, durant le mariage. Donc, si par exemple ici, au moment du divorce, la maison vaut maintenant 1 million de dollars. Donc, la maison vaut 1 million et moi, je veux savoir combien de ce million-là je peux déduire. C'est quoi la plus-value qui est attribuable à ce que j'avais au début dans la maison? Donc, au début, dans la maison, ce qu'il faut regarder, c'est combien ma valeur nette, c'est-à-dire mon 250 000 valait sur ma valeur brute, c'est-à-dire mon 500 000 Ici, le calcul est relativement simple. On arrive à 0,5, à la moitié, 50 Donc, je possédais 50 de la maison au moment du mariage. Et donc, je vais avoir le droit à 50 de la plus-value de la maison parce que c'est ça que je possédais au début. Donc, on a ce ratio de 0,5 que je vais multiplier par justement ma valeur actuelle. Si par exemple l'hypothèque est remboursée déjà, ben, la maison vaut 1 million. La valeur nette, c'est 1 million. Et je vais donc arriver à une valeur de 500 000 $. Donc, j'additionne ma valeur nette au début du mariage. Donc, je possédais 250 000 dans la maison. Et ensuite, j'y rajoute la plus-value acquise par le bien pendant le mariage, qui équivaut à ma proportion dans la maison au début du mariage, donc le 0,5 dont on parlait. Ce qui nous donne un montant total de 750 000 $. Donc, grosso modo, je possède la maison. Elle vaut 1 million de valeur nette. Je vais y enlever le 750 000 qui me revient, qui est une déduction qui me revient. Et donc, la valeur restante, la valeur partageable de la maison, c'est 250 000 $. Et ensuite, ce 250 000 $, au moment du partage du patrimoine familial, bien, il y en a 125 000 qui vont aller à moi, puis 125 000 qui vont y aller à mon conjoint. Donc, on va splitter seulement sur 250 000 $ et le 750 000 restant, bien, il me revient parce que c'est comme c'est de l'argent qui m'appartenait avant le mariage, donc il n'y a pas de raison. En fait, c'est une maison qui m'appartenait avant le mariage, donc il n'y a pas de raison que je perde de l'argent, on va dire. C'est la même. Vas-y. Excuse-moi, dans le fond, c'est pour la plus-value, Oui, la deuxième partie de la déduction. oui. Je suis pas trop sûre d'avoir compris comment tu as obtenu 500 000. OK. Donc, l'idée, c'est de se dire, tu regardes. C'est moi, en fait, c'est moi, excusez, c'est moi j'ai 500 000, c'est pas la bonne. T'as raison, c'est pas 500 OK, 000. Parce que c'est la plus-value. 250. Ouais, exact, ouais, OK, c'est ça. My bad. Justement, non, je corrige. t'inquiète. Ouais, la plus-value du bien, c'est pas 1 million, parce que la maison vaut 1 million maintenant, donc elle a eu 500 000 de plus-value. Et donc, je vais faire 0,5 fois 500 000, qui est la plus-value, pardonnez-moi. Et donc, ça va donner 250 000. Donc, le total, ça va être 500 et on va splitter le 500 restant en deux. Merci beaucoup. Ouais, exact. Donc, la plus-value, c'est vraiment la valeur du bien aujourd'hui moins la valeur du bien au moment du mariage, chose que j'ai visiblement oublié de faire. Donc, on fait la même chose pour un apport, par exemple. Donc, si je reçois 50 000 en héritage et que j'utilise ce 50 000 pour acheter une maison avec mon conjoint et que le reste, ça va sur une hypothèque, on rembourse l'hypothèque. Au moment du divorce, ben, on va se dire, au début, j'ai mis 50 000 dans la maison. Combien ça valait sur la maison? Maintenant, la maison vaut combien? Et on refait le calcul. Et la même chose arrive au réemploi. Donc, pendant le remploi, pendant le mariage, lors d'un bien du patrimoine familial possédé lors du mariage, donne lieu aux mêmes déductions compte tenu des adaptations nécessaires. Donc, si je reçois une maison de ma grand-mère, je la vends
j'utilise le montant pour acheter une deuxième maison qui est ma résidence familiale, ben, je vais avoir réemployé un bien échu par succession. Donc, ces montants-là vont aussi être considérés comme ayant été échus par succession. Et donc, dans le calcul de déduction pour la maison familiale, ben, on va prendre en compte les sommes que j'y ai investies qui provenaient justement de l'héritage de ma grand-mère. Puis ici, très important, là, quand on, on fait ce calcul-là, il ne faut pas se mélanger. Puis, comme je dis, il faut vraiment faire une bulle avec la société des acquets. Il faut séparer les deux parce qu'en société d'acquets, on prend aussi en compte les revenus lors du mariage. Puis si quelqu'un investit des revenus lors du mariage dans quelque chose, c'est il investit des acquets dans un bien. Mais ici, vraiment, en patrimoine familial, on ne traite jamais des économies avant le mariage ou du salaire accumulé avant le mariage. Donc, si quelqu'un fait juste mettre 200 000 de son propre argent dans un bien et il y avait cet argent-là avant le mariage, ça ne rentre pas en compte, ça ne rentre pas en jeu dans le cadre du patrimoine familial. Ça peut rentrer en jeu dans le cadre de société des acquets, mais ça ne va pas rentrer en jeu dans le cadre du patrimoine familial. Donc, l'exécution du partage du patrimoine familial a lieu en numéraire ou par dation en paiement. Donc, grosso modo, on peut faire une dation en paiement, tu peux prendre une prise en paiement, on peut prendre un bien qui va constituer l'obligation. Euh, si l'exécution du partage a lieu par dation en paiement, les époux peuvent convenir de transférer la propriété d'autres biens que ceux du patrimoine familial. Donc, si on se sépare avec mon conjoint, on se rend compte que ben, j'y dois 200 000 dans toute cette affaire-là, ben, je peux dire, écoute, je ne donnerai pas 200 000 mais prends mon chalet que j'ai en Beauce, là, il vaut 200 000, bing, dation en paiement. Si on s'entend là-dessus, on peut, même si le chalet, il n'est pas dans le patrimoine familial, puis il m'appartient juste à moi, on peut quand même l'utiliser. Discrétion judiciaire à 420. Outre qu'il peut, lors du partage, attribuer certains biens à l'un des époux, le tribunal peut aussi, si cela est nécessaire pour éviter un préjudice, ordonner que l'époux débiteur exécute son obligation par versement échelonné. Donc, pour justement pas que ça soit trop rough, on peut dire que ça va être échelonné sur plusieurs années. 421, très important. Paiement compensatoire. Lorsqu'un bien faisait partie du patrimoine familial, a été aliéné ou diverti dans l'année précédant le décès ou l'introduction de la demande en séparation, et que ce bien n'a pas été remplacé, on peut ordonner qu'un paiement compensatoire soit fait. Il en est de même lorsque le bien a été aliéné plus d'un an, mais il y a eu mauvaise foi. L'idée ici, c'est de se dire, euh, si, par exemple, dans le patrimoine familial, il y a un beau véhicule, il y a une belle Porsche 911 qu'on utilise pour aller chaque semaine à la plage avec la famille, puis 2 semaines avant le divorce, le mari décide, qui possède cette auto-là, évidemment, qui est utilisée pour le patrimoine familial, décide de la vendre à son pote, un peu pour s'en débarrasser, et qu'ensuite il se divorce, ben, il ne peut pas dire, ah ben non, la Porsche ne faisait pas partie du patrimoine familial, je ne rembourse pas. On va pouvoir donner un paiement compensatoire. Et si, par exemple, la Porsche valait 100 000 ben, on va considérer que on se fait en deux, 50-50, et que maintenant, il doit 50 000 à sa conjointe, à son ex-conjoint. S'il a fait ça par exprès 3 ans avant, puis on arrive à prouver qu'il était de mauvaise foi, puis qu'il a fait ça spécifiquement pour ne pas avoir à rembourser à sa conjointe 3 ans plus tard quand elle a crissé là, ce qui prend un peu de réflexion, mais ça se peut. À ce moment-là, euh, on peut, euh, on peut quand même considérer qu'on va demander un paiement compensatoire. Euh, il faut aussi pas se mélanger et ne pas mélanger, justement, comme j'ai répété 2 fois, hein, mais il ne faut pas mélanger 421 et 427. La prestation compensatoire n'est pas la même chose que le paiement compensatoire. Donc, faites attention quand on dit paiement ou prestation dans une mise en situation, ça peut être deux trucs, c'est deux trucs très différents. Oui, Julie. Oui, je vais juste être certaine de comprendre. Tu disais tantôt le plus d'un an, c'est Oui. pas juste dans le cas du décès? Non, ou de l'introduction de l'instance. Ah oui, OK, parfait. Fait que dans tous les cas, on peut dire que ça va. C'est rare que ça va être fait dans le cas d'introduction de l'instance, justement parce que c'est rare que quelqu'un prévoit à l'avance qu'il va laisser quelqu'un. Puis, mais oui. Non, je sais, ça fait quoi? Ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, puis le mari fait un truc, c'est vend quelque chose de meilleur sketch, mais c'est pour ça que ça va souvent être plus utilisé lors du décès, parce que justement, il décède, puis là, à ce moment-là, il y a 3 ans, il a vendu quoi à quelqu'un, puis tu te rends compte que c'est un peu sketch, mais dans les deux cas, on peut le faire si on arrive à prouver la mauvaise foi. 422. Le tribunal peut, sur demande, déroger au principe du partage égal
et par exemple, et sur le partage des régimes de rente ou des programmes équivalents décidés qu'il n'y aura aucun partage, lorsqu'il en résultera une injustice compte tenu notamment de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens ou encore de la mauvaise foi de l'un d'eux. L'idée ici, c'est de se dire, si on fait le partage du patrimoine familial, mais il y en a un là, que dans les 2, 3 années avant, là, il a fait exprès là, de dilapider ses affaires, puis il s'est comporté comme un imbécile, puis il n'a pas vraiment pas pris soin de son patrimoine familial. Puis là, ça finit que, tu sais, où vraiment, il s'est mal occupé du patrimoine familial de l'autre, tu sais, des biens de l'autre. Puis à ce moment-là, que, tu sais, ça fait que lui, il paye quasiment rien, puis puis son ex-conjointe lui doit 200 000 $. Mais le tribunal peut dire, ben, tu t'es comporté de mauvaise foi, où le mariage a duré 3 jours, tu sais. Et donc, on ne va pas demander à l'un de payer à l'autre, puis on peut faire un partage qui est différent. 423, c'est ce que je disais tantôt, on ne peut pas renoncer à nos droits dans le patrimoine familial, mais on peut y renoncer ensuite à compter du décès ou de la séparation. Mais il faut y renoncer par acte notarié. Donc, grosso modo, on peut renoncer au partage. Et l'idée, grosso modo, qu'on fait le partage, il faut garder ça en tête comme ça, on regarde qui a la propriété des biens, on sépare les biens en catégorie 1 et en catégorie 2, donc on partage d'un côté les biens normaux et ensuite les régimes de rente. Ensuite, on regarde, on fait le split de chacun des bords. Donc, par exemple, d'un côté, on a une maison à 500 000, c'est 250, 250. Et ensuite, on fait le split de l'autre bord, par exemple, pour un véhicule. Puis ensuite, on regarde qui doit de l'argent à qui, grosso modo, parce qu'on veut que tout le monde se retrouve dans la même situation. Ensuite, prestation compensable, justement. Donc, au cours du moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser à l'autre, en compensation de l'apport de ce dernier, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant. L'idée ici, c'est par exemple la collaboration à une entreprise. Donc, quelqu'un a fait de la comptabilité de son mari pour son entreprise de construction pendant 25 ans, il n'a jamais été payé, bien, il peut faire une demande de prestation compensatoire. Ensuite, 431. En fait, donc 430 avant, ça c'est un cas intéressant. L'un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d'acquitter en partie la prestation compensatoire. Donc, on peut dire, le mari qui s'en rend compte peut dire, écoute, je vais m'éviter des problèmes si on se divorce bientôt, je peux comme repayer la prestation compensatoire à l'avance, pour m'éviter des problèmes par la suite. Bon, régime matrimonial, choix du contrat, choix du régime du régime, 431. Donc, on peut faire toutes sortes de stipulations sous disposition impérative de la loi et d'ordre public. Si on ne choisit pas de régime, 432, on est dans la société d'acquet. Le régime matrimonial prend effet le jour de la célébration du mariage. 434, 435, c'était le mineur, on en a parlé tout à l'heure. 436, même chose, mais pour le majeur. On peut modifier en tout temps le contrat de mariage. On va le faire par un nouveau contrat de mariage. Ensuite, même chose pendant. Les contrats doivent être faits par acte notarié en minutes sous peine de nullité absolue. 443, mandat entre époux. Donc, chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans l'exercice des droits et des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. 448, société d'acquet. La partie importante. Donc, une fois qu'on a géré le fallout de notre situation de divorce au niveau du patrimoine familial, donc la maison, le char, les meubles, on va faire le partage de tout le reste. Donc, si on est en séparation de biens, ça va être différent, mais encore une fois, ça serait trop simple qu'on ait ça au barreau. Donc, moi, mon réflexe, ça va être qu'on va probablement avoir exclusivement des situations de séparation, de société d'acquet, parce que c'est beaucoup plus amusant. Donc, les biens de chacun des époux vont être soit des acquets, soit des propres. Si un bien n'est pas propre, et il n'y a rien qui indique ce qu'il est, il est présumé acquet. On dit 459, tout bien est présumé acquet tant entre les époux qu'à l'égard des tiers,
à moins qu'il ne soit établi qu'il soit impropre. Donc, de base, toutes des acquêts. Les acquêts vont contenir notamment les produits de son travail au cours du régime et les fruits et revenus échus ou perçus au cours du régime provenant de tous ces biens propres ou acquets. Alors, même si on a des propres, des biens qui ne sont pas des acquets, s'ils produisent des revenus durant le mariage, ces revenus-là deviennent des acquets. 450, on a une énumération de trucs qui sont propres. Donc, on dit les biens dont il a la propriété ou la possession au début du régime, les biens qui lui échoient par succession ou donation, et si le testateur ou le donateur l'a stipulé, les fruits et revenus qui en proviennent. Si je reçois une bâtisse de ma grand-mère et qu'elle a stipulé clairement que les revenus de loyer de cet immeuble vont être des propres, ça va être des propres. Sinon, ça devient des acquets. Les biens qu'il acquiert en remplacement d'un propre, logiquement, les droits et avantages qui lui échoient à titre de titulaire subrogé ou à titre de bénéficiaire déterminé d'un contrat de régime de retraite, d'une autre rente ou d'une assurance de personne et non pas d'une assurance de bien. À moins qu'il ait assuré un propre, donc à ce moment-là, il va toucher les indemnités d'assurance qui ont rapport avec ce propre. Ses vêtements et ses papiers personnels, ses alliances, ses décorations et ses diplômes. Et 6, ses instruments de travail nécessaires à sa profession, sauf récompense s'il y a lieu. Ensuite, on dit, est également propre à charge de récompense le bien acquis avec des propres et des acquets si la valeur des propres employés est supérieure à celle de la moitié du coût total d'acquisition de ce bien. Autrement, il est acquis à charge de récompense. Donc, récompense, on veut juste dire, si on a un bien qui est 55% acquet, 45% propre, bien, les acquets vont devoir de l'argent au propre parce qu'il faut comme compenser le fait, parce que l'entièreté du bien va être considérée comme un acquet. Donc, il va falloir prendre la somme d'argent, par exemple, je ne sais pas, le bien vaut 100 000, 55 000 sont acquets, 45 000 sont propres, donc il va y avoir une récompense à charge des propres de 45 000. Une récompense à charge des acquets de 45 000 au bénéfice des propres. 452. Lorsqu'au cours du régime, un époux déjà propriétaire en propre d'une partie indivise d'un bien en acquiert une autre partie, celle-ci lui est également propre, sauf récompense s'il y a lieu. Et toutefois, si la valeur des acquets employés pour cette acquisition est égale ou supérieure à la moitié de la valeur totale dont l'époux est devenu propriétaire, ce bien devient acquet à charge de récompense. Donc, si j'ai un condo dans une place où il y a 2 condos, puis je rachète le deuxième condo avec des acquets, si le montant que j'ai investi avec de l'argent qui provient des acquets, donc par exemple de mes revenus de travail, est plus élevé que la moitié de la valeur du condo, des 2 condos ensemble, bien à ce moment-là, les 2 condos vont devenir acquets, mais il va y avoir une récompense à la charge des acquets en faveur des propres pour la valeur qu'avait la partie indivise que je possédais par le passé. Ensuite, très important, 453-454, le droit d'un époux à une pension alimentaire, une pension d'invalidité ou à quelque autre avantage de même nature lui reste propre, mais sont acquets tous les avantages pécuniaires qui en proviennent. Donc, l'idée, c'est de dire, si j'ai droit à une pension d'invalidité, par exemple, sous, je ne sais pas, la LAA, ben à ce moment-là, j'ai le droit à une pension d'invalidité. Donc, le droit à cette pension ne va pas être splitté entre moi et mon conjoint. Et si on se sépare, mon conjoint ne va pas recevoir soudainement la moitié d'une invalidité de la LAA pour le reste de sa vie. Là. Ça ne le concerne pas. Mais l'argent que je vais faire pendant le mariage sur la prestation d'invalidité, donc les 500$ par mois que je reçois, par exemple, ça va être des acquets. Parce qu'on va considérer ça un peu comme un revenu. Indemnités pour préjudice sont également propres le droit de réclamer et l'indemnité reçue. Donc, on dit ici, et on parle uniquement de préjudice moral ou corporel ici, très important, et pas les dommages matériels. On dit, sont le droit de réclamer le dommage intérêt. Donc, encore une fois, si je me sépare de mon conjoint, il ne va pas soudainement avoir la moitié de mon droit d'action dans le préjudice corporel que j'ai subi quand quelqu'un m'a rentré dedans en vélo. Et aussi, l'argent que je vais en avoir pour justement mon préjudice corporel ou mon préjudice moral ne vont pas être splittés en deux. Ça va devenir un propre. Ensuite,
le bien acquis à titre d'accessoire ou d'annexe d'un bien propre, ainsi que les constructions, ouvrages ou plantations faites sur cet immeuble propre restent propres, sauf récompense s'il y a lieu. On dit, cependant, si c'est avec les acquets qu'a été acquis l'accessoire ou l'annexe, ou qu'ont été faits les constructions, ouvrages ou plantations, et que leur valeur est égale ou supérieure à celle du bien propre, le tout devient acquet à charge de récompense. Donc, imaginons la seconde suivante. J'ai un terrain que je possède avant même d'être marié qui vaut 50 000 piastres. Puis ensuite, avec mon argent de mon revenu, je construis une maison à 300 000 dessus. La maison ne devient pas propre. La maison devient, et l'immeuble, tout à 350 000 piastres devient acquis avec une récompense vers les propres de 50 000 pour la valeur de ce bien-là. Si par contre, j'ai une maison à 300 000 piastres qui est un propre, et je construis pour 50 000 d'acquet un garage. Ben, le garage qui vaut 50 000 maintenant va devenir un bien propre. On va avoir une maison propre avec un garage à 350 000 avec une récompense à charge des propres à l'égard des acquets pour 50 000 Grosso modo, si on met des acquets dans un bien propre, puis après ça, ça améliore le bien propre, ben, le bien propre nous doit donner l'argent. Puis si on améliore un bien propre avec tellement d'acquets que ça devient un acquet, ben, les acquets vont devoir rembourser les propres. Ça va, Fred? Avec deux, on était genre. Ok, fuck, fuck, ok, fuck. Ensuite, revenus d'entreprise sont propres à charge de récompense les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise propre à l'un des époux s'ils sont investis dans l'entreprise. Donc, on se dit, C'est ça la règle. après ça, on dit toutefois, aucune récompense n'est due si l'investissement était nécessaire pour maintenir les revenus de cette entreprise. Donc, imaginons, j'ai une entreprise de construction, elle fait des revenus, par exemple, de 100 000 dollars par année. Ces revenus, si je les réinvestis dans l'entreprise, par exemple, pour acheter, je ne sais pas, des camions, euh, les camions vont être propres, les revenus vont être propres, mais il va y avoir une récompense à charge des acquets parce que techniquement, mes fruits et revenus échus ou perçus provenant de mes biens, c'est supposé être des acquets. Mais là, vu que je réinvestis l'argent de mon entreprise dans mon entreprise, ben, on va considérer qu'on veut que ça reste propre parce qu'on veut que ça reste à la personne qui gère l'entreprise, mais il y a une récompense à charge des propres à l'égard des acquets. Par contre, si l'investissement est nécessaire pour maintenir les revenus, ben, ce n'est pas nécessaire. L'idée simple, donc, c'est si je dois faire des grosses réparations d'urgence pour sauver mon entreprise de la faillite, puis je dois investir 100 000 puis je prends le 100 000 que l'entreprise produit, puis je le réinvestis tout de suite dans l'entreprise pour réparer ma flotte de camions, ben, à ce moment-là, il n'y aura pas de récompense envers les acquets. Les droits de propriété intellectuelle sont propres, mais encore une fois, sont acquis tous les fruits et revenus qui en proviennent pendant le régime. Donc, si j'ai fait une BD, j'ai la propriété intellectuelle sur la BD et qu'ensuite je me sépare avec mon conjoint, ben, il ne va pas tout soudainement recevoir la moitié des droits dans les BD. Là. Mais par contre, les revenus que je vais avoir fait pendant le mariage ben, vont être considérés comme étant des acquets parce que ben, c'est comme des revenus, là, vraiment. Là. Donc, présomption d'acquet 459 et 460, présomption de copropriété. Donc, si on ne peut pas prouver que c'est propre ou c'est acquet, on va présumer que ça appartient aux deux de manière indivise, chacun pour sa moitié. Excuse-moi. Vas-y. Pour ton exemple de la maison à 300 000 à laquelle on construit un garage à 50 000, si au moment du divorce, la maison, elle vaut 500 000, est-ce qu'on fait le calcul de la récompense, tu sais, avec la proportion? Oui, mais ça dépend. En fait, d'abord, ce qu'il faut que tu regardes, c'est si ta maison est un patrimoine familial, ça ne va pas être le même calcul. Mm-hmm. Mais si c'est par exemple une maison autre qu'on fait louer, ben là, à ce moment-là, dans ton calcul, tu vas justement, tu vas regarder avec la plus-value, tu vas faire le calcul. Tu vas dire, ça vaut maintenant, je ne sais pas, 500 000. Moi, j'ai mis 50 000 de 350. Combien vaut mon 50 000 sur le 500?
OK, parfait. Puis, une autre petite question par rapport à 459, présomption Oui, d'Aquet. oui. Euh, Ça me fait bug un peu parce que, tu sais, c'est quand on fait un exemple, on va dire dans les exercices, c'est pas tous les biens qui sont à quête, tu sais, c'est dans le sens que tu sais, qu'il nous donne la liste des biens des Oui. conjoints, puis on les prend pas tous en compte. Il y en a que comme qui sont juste pas ni propres ni à quai, me semble. Ben, en fait, c'est qu'il y en a qui vont quitter parce que tu fais le calcul du patrimoine familial d'abord. Mhm, Fait que la maison, le véhicule, tout ça, ça va déjà mhm. partir. OK, Puis ensuite, tu as 450 qui te dit clairement qu'est-ce qui est propre. OK. Fait que, tu Puis tout sais, le reste, tout le reste, c'est hacké. Dans le sens que si tu n'arrives pas à OK, savoir si c'est hacké ou propre, c'est mieux de guesser que c'est hacké. OK. OK, c'est bon, c'est bon. Ça, je me suis mélangée avec patrimoine, parce que Moi, patrimoine c'est ça, mais familial, c'est ça, c'est justement ça que moi, je me mélange tout le temps là-dedans. C'est vraiment, vraiment, tu penses d'abord, tu fais ta bulle de patrimoine familial. Après ça, tu Mhm. fais ta bulle de société d'acquet. Puis justement, même dans une question de société d'acquet, si on ne te demande pas Mhm. de calculer le patrimoine familial à l'avance, il faut quand même que tu sortes la maison, tu sortes les OK. meubles, tu sortes le véhicule pour ne pas le calculer parce que ça ne va pas rentrer en ligne de compte dans le partage des acquets. Oui, Marie-Ève. Oui, je m'excuse. Je veux juste revenir sur ce que tu as dit concernant la proportion, mais il me semble qu'il n'y a Oui. pas de calcul de plus-value ou de moins-value en société d'acquis. C'est vraiment juste la récompense au moment où est-ce que, par exemple, là, au moment où est-ce que tu injectes tes propres, ça va être après la modification, à ce moment-là, on va prendre la valeur qui est Et une la, très bonne la question. valeur du meuble, mais il y a, parce que, en tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de Mhm. plus-value ou moins-value en société d'acquis, là. Ben, tu sais, parce que moi, ce que j'en vois, grosso modo, c'est que moi, je vois 475 alignés à 3. Puis on dit la récompense est égale à l'enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l'autre. Donc, si j'ai mis, moi, c'est comme ça que je comprends, si j'ai mis, peut-être que je me trompe, là, Meg, c'est-tu pour ça que tu interviens? Oui, exactement. En fait, ce que tu dis, Arthur, c'est exactement ce que Marie-Ève a dit. C'est rien que parce que le calcul, il revient à la même affaire parce que c'est une règle de 3. Puis il y Mhm. avait un exercice justement là-dessus, là. Tu sais, là, la fille, elle avait acheté elle avait reçu 6 000, je pense, pour un préjudice corporel. Fait que c'est un Oui, propre, c'est à elle. oui, Et elle a pris 18 000 pour acheter des actions, je pense, que c'était de 24 000. oui. Mais là, ton 6 000, il a valu combien? C'est Dans le ça, fond, exact, c'est il ça valait l'idée. 6 000 Oui, sur 24. Ben, aujourd'hui, ce 6 000 là, mettons, dans la valeur des actions qu'elle avait achetées, je pense que c'était 80 000. Ce six exact. mille là il vaut combien sur le 82 000? Fait que même s'il n'est pas écrit dans le code civil, ah, c'est la plus-value, mais Et la plus-value, tu le fais quand même, c'est ça. c'est exactement le même calcul. C'est tout le temps une règle de 3. En cas de doute, c'est une règle de 3. Fait que c'est ça, exact. C'est que 415, ce qu'il dit, c'est ça, c'est quand la masse a bénéficié au détriment de l'autre, puis si soudainement la maison vaut le double de ce qu'elle valait, ben à ce moment-là, il faut faire un calcul parce que tu sais, à ce moment-là, sinon, ça serait vraiment unfair pour les acquets ou pour les propres s'il y a lieu. Donc, tu regardes vraiment la somme qui a été mise et ensuite la plus-value qui en est ressortie. Oui, Marie-Ève. Oui, merci beaucoup pour la clarification là, Aucun dans stress, tes c'est ça. explications. Mais c'est que c'est pas le même Et, chemin, disons. C'est pas la même, tu sais, c'est pas le même ordre, mais ça reste que, tu sais, tu fais ta règle de 3 au début ou à la fin du calcul, tu vas arriver à la mhm. même réponse, là. Ouais, c'est ça, mais c'est juste pour, je sais pas si quelqu'un veut l'écouter en différé, mais de juste peut-être Ouais, pas c'est ça, de mélanger préciser, ouais. vraiment récompense versus plus-value ou moins-value. Je comprends Exact. que c'est une règle de 3, puis effectivement, c'est juste que, puis aussi 475 alinéa 3, là, nous, la manière que je me suis fait expliquer par ma prof, c'est cet article-là, c'est juste pour dire que tu viens pas mélanger euh, entre Oui, exact. les deux personnes. C'est de un à un. Donc, du Oui, propre exact. de monsieur aux acquets de monsieur et des propres de Mhm. madame aux acquets de madame. Exact. Puis là, Fait que après ça, c'est chacun garde dans ce ses propres de contexte-là. son côté. Puis après ça, on va regarder qui a plus d'acquets, puis on va splitter en deux. Puis comme pour patrimoine familial, lui qui doit plus à l'autre, Exact. ben, on fait des récoltes. Et là, à ce moment-là, on compense, là. C'est comme une table de 4. Ouais, Au exact. lieu de faire juste une table de 2. Genre. Exactement. Donc, euh, tout, 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 tout. Euh,
464, chacun des époux est tenu tant sur ses biens propres que sur ses acquêts des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. On peut accepter les acquêts ou les refuser. Donc, si on se rend compte que les acquêts de notre conjoint contiennent des dettes en tabarouette, on peut refuser ça puis pas perdre d'argent. Ensuite, un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recélé les acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a administrés de mauvaise foi. Donc, s'il a fait exprès pour avoir des acquêts vraiment pas bons, il est privé de la part des acquêts de son conjoint. Oui, Meg? Je voulais juste dire, on en a parlé tantôt, là, c'est vraiment important, je pense, pour l'examen, mais tu sais, les questions là, du barreau, tu sais, faire attention quand ils disent Ah, c'est quoi la déduction, c'est quoi la valeur partageable, c'est quoi qui va être attribué, mettons, à Vincent ou à Arthur. Tu sais, parce que si on dit c'est Arthur, ta valeur partageable, il faut que tu la coupes en deux. Mais si on demande juste la valeur partageable, tu déduis la déduction, mais la Ouais, déduction, c'est pas la même affaire. Fait que de exact. juste Juste faire garder, attention aux termes. gardez en tête que si on dit justement la valeur partageable qui appartient à l'une des deux personnes ou qui appartient à la succession, c'est la moitié de la valeur partageable, basically. Puis si on dit juste la valeur partageable, ou ça va être quoi la récompense? Fait que vraiment, faites-vous un petit schéma avant de répondre à la question parce que eux, ils vont faire exprès, puis il y a une des sommes qui va être la bonne réponse, puis l'autre réponse, ça va être la bonne somme, mais c'est le restant du montant, par exemple. Fait que ça va être la récompense pour l'autre. Fait que assurez-vous de bien comprendre qui doit payer à qui, puis vous voulez le montant de quoi, puis à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la bonne réponse. Est-ce que tu peux répéter, c'est quoi si on dit valeur partageable, ça veut dire qu'il faut Oui, diviser? oui, si on dit, admettons, si on dit, on te demande la valeur partageable du patrimoine familial, par exemple, de la valeur partageable du patrimoine familial, admettons, de Vincent, mais là, tu vas regarder tous les biens que Vincent possède, tu vas faire tes déductions de 418, puis tu auras une somme qui va être, par exemple, je ne sais pas, 500 000 Ça, c'est la valeur partageable. Le 500 000 va être partagé. Mais si on dit la valeur partageable qui appartient à Vincent, bien là, on prend 500 000, on split en deux. OK? Mais je ne suis pas certaine d'avoir compris d'abord ton premier exemple. Si on dit c'est quoi la valeur partageable des biens de Vincent, parce que Vincent, il y a des biens, parce qu'on fait on fait le patrimoine familial d'un côté, puis le patrimoine familial de l'autre. Puis après ça, on va regarder, une fois que le partage est fait, qui se doit de l'argent. Fait que si on te demande c'est quoi la valeur partageable des biens de Vincent, ben, mettons que Vincent possède une maison à 500 000 ben, la valeur partageable des biens de Vincent, c'est 500 000. C'est les biens de Vincent qu'on va partager. Mais si on dit la valeur des biens partageables qui appartient à Vincent, ben, la valeur des biens qui appartiennent à Vincent, la valeur partageable qui appartient à Vincent, et pas la valeur partageable des biens. Donc, la valeur partageable qui revient à Vincent sur ses biens, c'est 250 000. Dans le fond, là, si la question c'est quoi la valeur partageable du patrimoine familial, tu divises pas en deux. Si c'est écrit c'est quoi la valeur partageable du patrimoine pour, mettons, Vincent, tu divises en deux le montant total que tu as eu après avoir calculé toutes tes affaires. That's it, parce que, puis ça peut être aussi, la question, ça peut être c'est quoi la déduction à accorder pour Vincent de la maison, mais là, c'est pas ton patrimoine. Tu vas arrêter ton calcul plus tôt. Exact. Fait que de juste faire attention aux termes qu'ils utilisent parce que moi, là, je me suis fait poigner plein de fois. Là, mon calcul est bon, là, c'est pas compliqué le calcul. Ouais, Mais mais tu as la somme inversée, termes- basically. Tu donnes 500 000, Exact. puis tu donnes 250, c'est où, ouais. Exact. En tout cas, je voulais juste faire cette Ouais, mention-là parce merci, que je mec. pense que c'est Bonne important. précision. Euh, hum, hum, hum. Euh, donc, justement, comme pour le patrimoine familial, on va regarder combien chacun a de propre, combien chacun d'acquis. Puis là, après ça, on va prendre les acquis de chacun, puis on va les splitter en deux. Puis là, tu peux renoncer ou accepter ce partage-là. Euh, 475, justement, c'est la liquidation de ces acquis. Donc, sur acceptation du partage des acquis, on forme d'abord deux masses, l'une constituée des propres, l'autre des acquis. On dresse ensuite un compte de récompense dû par la masse des propres à la masse des acquis et réciproquement. La récompense est égale à l'enrichissement dont une masse bénéficie. Oui, Meg.
je voulais juste dire si on accepte là, de ne pas oublier que l'acceptation, c'est irrévocable, puis il faut faire une rétractation de jugement s'il y a un fait nouveau. Genre, j'ai appris Oui, que mon ex-mari, il a fait un prêt oui, oui, de oui, cent oui. vingt-cinq mille. Fait que ça, c'est vraiment un renvoi important. Je pense que le renvoi, c'est à l'article. 345. Ouais, exactement, c'est 345 du code de Procédure. procédure civile. Fait que 345 du Code de procédure. exact. 472 du Code civil. 72. Oui. Irrévocabilité du choix. L'acceptation et la renonciation est irrévocable. Ensuite, les biens susceptibles de récompense s'estiment d'après leur état au jour de la dissolution et d'après leur valeur au temps de la liquidation. Euh, L'enrichissement est évalué au jour de la dissolution. Toutefois, lorsque le bien acquis ou amélioré a été aliéné au cours du régime, l'enrichissement est évalué au jour de l'aliénation. Oui, Julie. Oui, je veux juste revenir. Pourquoi vous dites à 472, on fait un renvoi à 345? Du Code de procédure. Ah, OK, parce que je me disais, mon Dieu, ça n'a pas de sens. OK, code de En procédure. 345, comme ça, juste pour se rappeler qu'il faut faire une demande de rétractation au jugement si on veut annuler ça parce que c'est un jugement puis il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Ah, OK, merci. Pas de problème. Ensuite, 477, aucune récompense n'est due en raison des dépenses nécessaires utiles à l'entretien ou à la conservation du bien. Donc, si je prends de l'argent des acquets pour s'assurer que le toit de la maison ne s'effondre pas, ben, il n'y a pas de récompense des propres acquets. C'est utile à l'entretien et la conservation du bien. Les dettes contractées, et ici, c'est important, ici, on va prendre une petite seconde pour le comprendre. Il y a 478 et 484 qui se rejoignent et on dit les dettes contractées au profit des propres et non acquittées donnent lieu à récompense comme si elles avaient déjà été payées avec les acquets. Ça ici, on s'imagine la situation suivante. Je prends un prêt de 20 000 sur ma maison qui est un propre. Et au moment du divorce, on va faire une espèce d'opération mathématique un peu stupide, mais nécessaire. On va fictivement rembourser la dette avec des acquets, avec des acquets, puis ensuite les propres vont rembourser ce montant-là aux acquets. Donc, j'ai une dette de 20 000 dans les propres, je vais faire moins 20 000 dans les acquets pour rembourser la dette, puis je vais ensuite faire plus 20 000 dans les acquets pour compenser cette transaction-là. Là, vous allez me demander pourquoi on fait ça. C'est une bonne question. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais parce qu'il y a un article à 484 alinéa 2 qui nous dit que comme c'est le même monde qui ont écrit les deux articles puis ils ont écrit ça un à côté de l'autre, fait que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais si après le partage, les créanciers antérieurs au partage peuvent uniquement poursuivre leur paiement contre l'époux débiteur, à moins qu'il n'a pas été tenu compte d'une créance lors du partage. Donc, vu qu'on considère que le mariage, c'est une unité économique puis qu'ils agissent ensemble, bullshit, euh, l'idée, c'est que si moi, pendant mon mariage, je contracte une dette de 20 000 sur mes biens propres et qu'on ne fait pas l'opération de 478 pour genre nullifier ma dette, ben, mes créanciers vont non seulement pouvoir aller chercher le 20 000 auprès de moi, mais aussi aller chercher le 20 000 auprès de mon ex-conjoint, chose qu'il ne veut pas vraiment qu'il arrive. Donc, c'est ça qu'on fait l'espèce d'opération fictive de les acquets sans dette de 20 000 pour rembourser ma dette de 20 000 puis ensuite mes propres sans dette de 20 000 pour rembourser aux acquets. Ça fait qu'on a tenu compte de la créance pendant le mariage, pendant le partage. Fait que nous, dans le calcul de nos affaires, ça ne change absolument rien. Ça n'a aucun rapport. Par contre, si on a une question à l'effet que justement, est-ce que les créanciers antérieurs au divorce peuvent poursuivre l'ex-conjoint? La réponse, ça va être oui si l'article 478 n'a pas été suivi. Donc, c'est un peu random, ça n'a pas vraiment d'utilité dans la vraie vie, puis j'ai jamais vu d'exemple concret, puis j'ai parlé à des profs justement en droit de la famille, puis ils m'ont dit que c'est un article qu'ils n'ont jamais vu utilisé, mais l'idée générale est qu'on fait cette opération-là euh, juste dans les livres, c'est une opération comptable pour justement considérer qu'on a pris en compte la dette pour ensuite que la responsabilité 484 ne puisse pas être appliquée à l'ex-conjoint. Euh, Ensuite,
481, valeur nette des acquets. Le règlement des récompenses effectué, on établit la valeur nette de la masse des acquets et cette valeur est partagée à moitié entre les époux. L'époux titulaire du patrimoine peut payer à son conjoint la part qui lui revient en numéraire ou en dation par paiement. Donc, si on se dit d'un côté, on partage des acquets, je te donne 150 000 et de l'autre, on partage des acquets, tu me donnes 50 000 ben à ce moment-là, je te donne 100 000 puis on est good to go. Bon, 483, si on ne s'entend pas sur l'estimation des biens, on le fait par des experts, puis à défaut par le tribunal. C'est souvent ce qui se passe quand on se chicane. Donc, après ça, 484, ben, ce que je viens de dire, la dissolution du régime ne peut préjudicier avant le partage aux droits des créanciers antérieurs sur l'intégralité du patrimoine de leur débiteur, puis recours après le partage, ben, c'est. On... non, je ne peux pas être 482. Ah! Pas fou, ça. Nice. La dissolution du régime du décès ou de l'absence de l'époux titulaire, son conjoint peut exiger qu'on lui donne en paiement ou ceux payables au comptant ou par versement à la résidence familiale qui servent à l'usage du ménage. Nice. OK, good. Mais c'est un peu comme l'article 410 qui permet au juge lors du divorce de donner la maison au conjoint. Mais là, c'est vraiment si la décision résulte du décès ou de l'absence de l'époux titulaire de la maison, ben, on peut demander à ce que justement, moyennant une soule, donc moyennant un paiement pour comme compenser l'utilisation de la maison, on peut garder la maison. Quand c'est succession, le conjoint, la conjointe peut demander une priorité sur. Oui, exact. C'est la même idée si on veut protéger justement le conjoint pour pas qu'il se retrouve à la rue, le pauvre. Ensuite, de la séparation conventionnelle des biens. Donc, on dit ici, le régime de séparation s'établit par la simple déclaration faite à cet effet dans le contrat de mariage. Ça veut dire que tous les biens, il n'y a pas de propre et pas d'acquis, chacun garde ses affaires. Et le bien sur lequel aucun des époux ne peut justifier son droit exclusif est présumé appartenir aux deux indivisément, à chacun pour moitié. Ensuite, la séparation de corps, je vais vous laisser lire ça, de l'instance en séparation de corps, des mesures provisoires, ajournement, réconciliation, des effets de la séparation de corps entre les époux. Donc, 508, la séparation de corps emporte séparation des biens, donc on va dissoudre le régime matrimonial. Puis si on revient ensemble après, ben on reste en séparation de biens. Séparation de corps, on ne va pas faire chier les enfants parce qu'on ne veut pas que ça touche aux droits des enfants. Après ça, dissolution du mariage, 516. Le mariage se dissout par décès ou par divorce. Le divorce, c'est la loi sur le divorce qui s'applique. Donc, divorce, dissolution du régime matrimonial, ça remonte au jour de la demande. 519, 520, très important pour faire des petites différences amusantes et joyeuses ici. Le divorce rend caduques les donations à cause de mort, mais ne rend pas caduques les donations entre vifs. Les donations entre vifs, c'est des donations entre vivants avec des mentions du genre « Je donne 50 000 à mon conjointe dès le jour du mariage ». Ça, ben, je m'engage de mon vivant. La condition de l'obligation arrive de mon vivant. Je m'engage tout de suite, parfait. Même si je me divorce, je dois cet argent-là à mon ex. Par contre, si je fais une donation à cause de mort et j'écris « À ma mort, ma conjointe va recevoir 200 000 ben, si on se divorce, ben, la donation à cause de mort va devenir caduque. Puis le tribunal peut aussi rendre caduque des donations à cause de vif, un peu dans la même logique que le tribunal pourrait ordonner un partage inégal du patrimoine familial, dans le sens que ça fait 3 jours que vous êtes mariés, puis tu ne veux pas payer 50 000 à l'autre qui vient de te laisser, bien à ce moment-là, le juge peut dire, bon, non, elle ne mérite pas ton 50 000 tu vas pouvoir le garder. Et 521, à l'égard des enfants, le divorce produit les mêmes effets que la séparation de corps, c'est-à-dire ça n'affecte pas les pauvres typiques. Attention dans les donations entre vifs et à cause de mort, mais le mot entre vifs ne veut pas dire que c'est entre vifs, c'est vraiment l'effet de la clause. Ouais. Est-ce qu'elle a déjà été exécutée ou est-ce qu'elle va exécuter juste à partir du moment où est-ce que la personne meurt? C'est ça, exact. Mais dans le fond, mettons s'il est écrit clause entre vifs, ça ne veut pas dire que nécessairement entre vifs. Ça veut dire qu'elle est entre vifs.
Parce que mettons que je dis que le titre, c'est clause entre vices, l'ordonnation entre vices, mais que ça dit après ma mort, quelque chose, ben, c'est une clause. Ordonnation entre morts. Voilà. Tu regardes l'effet de la clause. Si l'effet de la clause a pour effet de d'engager immédiatement ton patrimoine, basically, c'est une donation entre vifs. Tu te dis, je te donne 50 000 mais si je te donne 50 000 au cas où je décède, même si j'ai déjà 50 000 dans mon compte, ça reste une donation entre morts. Fait qu'il y en a une qui va être caduque, puis l'autre ne va pas être caduque. C'est ça. Basically, si tu t'engages tout de suite, puis c'est exigible immédiatement, ben, en cas de fin du mariage, c'est exigible. C'était déjà exigible avant que le mariage termine. Alors que si c'est à cause de mort, ben, quand le mariage se termine, l'exécution de l'obligation n'était pas encore là, n'était pas encore exigible, donc c'est caduc. Voilà. Union civile, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est exactement la même boîte que le mariage, mais le Québec avait envie d'avoir son mariage à lui, fait qu'ils en ont fait un, fait que c'est vraiment cool, mais généralement, c'est la même affaire, puis vu qu'on n'a pas à citer d'articles dans nos réponses, ben, grosso modo, c'est la décision d'union civile, allez voir les articles au cas où, mais la même logique va s'appliquer que dans le cadre euh, de, du mariage, grosso modo. Des conditions de création. Oui. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même condition de création, mais dans le sens, ça reste la même affaire. Puis, si au besoin, tu vas voir les 13 articles qui composent la section, puis c'est pas plus compliqué que ça. S'il n'y a pas d'article pour l'union civile, ben, faites-le s'appliquer. C'est ça. Exact. Ensuite, bon, de l'affiliation, je vais vraiment pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de questions. Faut juste savoir qu'il y a une présomption de paternité. Souvenez-vous-le parce que ça a changé dans le code, je ne sais pas à quel moment, je pense que c'est cette année, en fait, en 2022, mais la présomption de l'enfant né dans les 300 jours de la dissolution, de l'annulation du mariage ou de l'union civile, ils ont rajouté de la fin de l'union de fait aussi. Donc, très important de s'en rappeler parce que jusqu'à l'année passée, ce n'était pas ça, mais maintenant, si il y a dissolution de l'union de fait, l'enfant né dans les 300 jours de la fin de l'union de fait va être considéré comme étant l'enfant de ce père-là. Ensuite, bon, preuve de filiation, établissement d'affiliation, procréation assistée, filiation par adoption. Sincèrement, je ne crois pas qu'il va y avoir grande question. Peut-être 547.1, l'évaluation psychosociale qui doit être faite selon la LPJ. Bon. Oui, il y avait quelques capsules là-dessus, il y avait quelques capsules d'affiliation, mais j'ai l'impression que, bon, c'est des sections qui sont relativement simples. Il n'y a pas vraiment de pogne, dans le sens que si on a une question d'adoption, on va voir la section, puis on se démêle. Si on a une section d'affiliation, on se demande si oui ou non on peut. Peut-être c'est la seule affaire dans l'affiliation, c'est justement, une fois que l'affiliation en fait, nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donne l'acte de naissance et la possession d'État conforme à ce titre. Fait que si on a un mix possession d'État et acte de naissance qui correspondent, on peut faire les tests d'ADN qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas justement qu'il y aura des grosses questions là-dessus. Peut-être une question justement d'une question de pension alimentaire, puis ils vont nous glisser une question de présomption de paternalité ou tout. La seule différence importante que j'ai à mentionner, puis c'est extrêmement important, c'est dans la loi sur le divorce, la définition d'enfant n'est pas la même que celle dans le Code civil. Donc, si à 585, on y arrive, donc adoption, on skip ça. De l'obligation alimentaire. Sous le Code civil, on dit les époux conjoints unis civilement, de même que les parents en ligne directe au premier degré se donnent des aliments, a.k.a. les enfants. Mais si ce n'est pas ton enfant, tu ne dois pas de pension alimentaire sous le Code civil. Par contre, si on est dans un cas de divorce sous la loi sur le divorce et qu'on parle d'enfants à charge, le tribunal va pouvoir donner des pensions alimentaires pour les enfants à charge. Ça, on voit ça à l'article. Attendez. Hop, 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 hop. Intérêt de l'enfant. C'est aux articles, je pense, 15 ou 16. On va suivre le petit. Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.
Sur demande des époux de l'un d'eux, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance enjoignant à un époux de verser une prestation pour les aliments des enfants à charge ou de l'un d'eux. Et quand on dit enfant à charge, il y a un exercice là-dessus, puis c'était vraiment chiant, mais j'ai appris. Quand on dit enfant à charge, on dit est considéré comme enfant à charge l'enfant des deux époux ou ex-époux pour lesquels ils tiennent lieu de parents ou dont l'un est le père ou la mère et pour lequel l'autre en tient lieu. Donc, ici, l'idée, c'est de se dire, si sous la loi québécoise, sans mariage, j'ai une union de fait, j'ai deux personnes, j'ai Marie et Joseph qui sont bien ensemble, puis ils ont trois enfants, mais il y en a un qui provient d'un ancien mariage à la mère, mais le père n'a pas à verser de pension alimentaire parce qu'il n'est pas le père. Donc, il verse une pension alimentaire aux deux enfants qui sont les siens et à sa conjointe s'ils étaient mariés avant. Mais là, ils ne sont pas mariés. Par contre, sous la loi sur le divorce, si les deux sont mariés et qu'il y a un des enfants qui ne provient pas de ce mariage-là et que le monsieur n'est pas le père, s'il tient lieu de parent, c'est un enfant à charge, il doit payer une pension alimentaire. Donc, selon, après ça, quand le tribunal va déterminer, puis là, c'est un peu, là, je vais nommer plusieurs lois, une après l'autre, mais on va aller voir à ce moment-là dans la loi sur le divorce pour le divorce. La loi sur le divorce va faire référence aux tables de fixation canadiennes. La table de fixation canadienne va faire référence au fait qu'une province peut déterminer quelles sont les tables qui s'appliquent. On a le décret qui fait que c'est les tables québécoises qui s'appliquent quand les parents vivent au Québec. Et donc, on va appliquer la table de fixation québécoise de pension alimentaire et le règlement de fixation de pension alimentaire québécoise, même si on va inclure des enfants qui, sous le Code civil, ne seraient pas inclus. Tu me suis-tu, Fred? Non. OK, je recommence. Si on a une demande pour union de fait, genre, tu sais, pour un enfant, genre, deux personnes sont pas mariées, ont un enfant ensemble, donc on va suivre les règles de la filiation pour déterminer si l'enfant est un parent en ligne directe au premier degré de cette personne-là. Donc, c'est à partir de ça qu'on va déterminer s'il y a un, deux ou trois enfants qui sont concernés par la demande de pension alimentaire. Après ça, on va aller, au Québec, on va aller voir dans la table de fixation, on va déterminer il y a combien d'enfants, on va faire nos calculs. Par contre, si les deux personnes sont mariées et qu'il y a un des enfants qui est justement un enfant par filiation, genre c'est son kid, c'est leur enfant commun, mais l'autre enfant, c'est juste l'enfant d'un des deux. Là, sous la loi sur le divorce, on dit que le tribunal va donner des pensions alimentaires pour les enfants à charge. Et enfants à charge, c'est les enfants pour lesquels les parents tiennent lieu de parents. Donc, le père d'un seul des enfants pourrait être tenu de verser des pensions alimentaires pour les deux enfants. Donc, on va utiliser la même table de fixation de la pension alimentaire parce qu'on est au Québec, parce que la loi sur le divorce fait référence aux tables de fixation, au règlement de fixation fédéral. Le règlement de fixation fédéral fait référence au fait qu'une province peut déterminer par décret c'est quelle loi qui s'applique. Et il y a un décret du Québec qui dit que c'est les règles de fixation québécoises. Donc, tu vas aller prendre la même table de fixation québécoise, mais là, tu vas avoir deux kids. Parce que sous la loi sur le divorce, c'est considéré comme un enfant à charge. La définition d'enfant à charge, quand je vais à l'article 2, moi, je pense. Pas à l'autre page aussi, c'est comme 2-2. C'est comme 2-1-2-2. Voilà. Pourquoi c'est le même? Parce que c'est des Yvon Blais. Moi, dans mon Wilson, c'est mieux fait. Donc, c'est ça l'idée qu'on se dit. Donc, il faut juste garder en tête, si on est dans la loi sur le divorce, les enfants, ce pas les mêmes enfants que sous la loi canadienne, que sous la loi québécoise. C'est CQ. Ensuite, on peut aussi avoir un recours justement alimentaire de l'époux qui peut demander des montants. 587.1 nous annonce qu'il y a une contribution alimentaire de base. Ça va être la table de fixation. Il va y avoir une contribution alimentaire de base par rapport au revenu des deux parents et le nombre d'enfants. Les lignes directrices fédérales, on les a pas. Non, mais on n'a pas besoin, justement. Il faut juste savoir. Faut juste savoir que. C'est ça. C'est ça. Puis, ouais. Exact. Puis il faut juste garder en tête aussi que si on nous met dans une mise en situation où un des parents réside en dehors du Québec et que c'est à ce parent-là qu'on demande les pensions alimentaires, c'est pas la table de fixation canadienne, québécoise qui s'applique. C'est la table de fixation canadienne pour la province où il réside. Parce que le coût de la vie n'est pas pareil entre les provinces.
Et aussi, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, si on fait une demande contre un parent qui ne réside pas au Québec, la loi qui va faciliter le paiement des pensions alimentaires et le règlement de facilitation de paiement de pensions alimentaires qui prévoit que les montants vont être versés au ministre, puis que le ministre va verser un certain nombre de fois par mois à la famille ces pensions-là, ne va pas être applicable parce que cette loi-là est uniquement applicable pour des jugements exécutoires au Québec. Alors que si le jugement est rendu par une cour en Ontario pour un doute en Ontario, il n'y a pas d'exécution au Québec. Fait que la loi sur les pensions alimentaires, pour faciliter le paiement des pensions alimentaires, ne va pas être applicable. Donc, la mise en situation pourrait aller comme suit. Là c'est sûr qu'on pousse un peu la logique, là, mais de dire X pour décider de poursuivre Y, son ex qui vit en Ontario pour le paiement des pensions alimentaires, elle obtient son jugement. De quelle manière va-t-il payer la madame? Une des options, ça pourrait être en vertu de la loi facilitant le paiement, va le verser au ministre qui va le verser chaque semaine ou chaque mois à la madame. Je ne sais plus. Puis là, il faut répondre que cet énoncé-là va être faux parce que justement, vu qu'on n'est pas dans le cas d'un jugement exécutoire au Québec, on ne peut pas utiliser la loi qui facilite le paiement des pensions alimentaires. Ça, on l'a-tu dans Oui, on a la loi facilitant le paiement, on l'a. J'essaie de te trouver. Je ne sais pas si dans le CPC, mais je ne sais pas si ça dépend du CPC puis de l'autre, mais Dans le Wilson, c'est F262.9. du Code civil? Oui. Ouais. F262.9. Vive Wilson Lafleur. C'est ça. Donc là, tu sais, tout ce qui est important dans cette loi-là, c'est jugement exécutoire au Québec. Puis après ça, on a, c'est que justement, le débiteur alimentaire doit verser la pension et les arrérages au ministère du Revenu. T'sais. Mais ça, c'est pour un jugement exécutable au Québec, donc pour des trucs qui se passent au Québec. L'autre truc, tant qu'à être là, on va en parler tout de suite. Si, justement, on poursuit quelqu'un qui vit en dehors du Québec, mais dans le Canada, ça va être la table de la province où il réside qui va s'appliquer. Mais s'il est en dehors du Canada, ben, ça va être la table de la province où réside le créancier de l'obligation alimentaire. Donc, par exemple, la mère qui reste avec l'enfant au Québec, donc ça va être la table québécoise qui va s'appliquer. Si l'ex-conjoint réside en Ontario, on applique la table de l'Ontario. Si l'ex-conjoint réside aux États-Unis, on applique la table du Québec. Puis si moi je suis en Ontario et je poursuis à la fin au Québec, on utilise le Québec. Dépend où est-ce que le débiteur réside. Moi, je poursuis. Ça inclut le débiteur, probablement. Oui, puis s'il réside au Québec, on applique Québec. Puis s'il réside à l'extérieur, ben, tu appliques Ontario. Parce que toi, tu résides en Ontario. Tu ne peux pas. Voilà. C'est de l'ajustement, la loi. Donc, on en était donc à la pension alimentaire. Revenons-y. Ensuite, 588, le tribunal peut accorder aux créanciers d'aliments une pension provisoire pour la durée de l'instance. Bon, les pensions sont indexables. On aura la table des fixations. On va regarder ça tantôt. Le jugement qui accorde des aliments est sujet à révision chaque fois que les circonstances le justifient. Et, ça c'est important, 595, qu'est-ce qu'on peut demander et quand? On peut réclamer pour un enfant des aliments pour des besoins existants avant la demande. On ne peut cependant les exiger au-delà de 3 ans, sauf si l'autre a eu un comportement répréhensible envers le parent ou l'enfant. Et pour un autre créancier, donc basically un époux qui demande à son ex-époux une créance, peuvent l'être pour les besoins existants avant la demande, sans néanmoins pouvoir les exiger au-delà de l'année écoulée. Et si on veut les exiger au-delà de l'année écoulée, le créancier doit alors prouver qu'il s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir, à moins qu'il n'ait mis le débiteur en demeure dans l'année écoulée, auquel cas les aliments sont accordés à compter de la demeure. Donc, l'idée, c'est de dire, si l'ex-femme demande à son ex-mari une pension alimentaire pour elle, elle peut juste demander les trucs depuis 1 an, à moins de comportement, à moins qu'elle ait déjà mis en demeure avant ça le doute et qu'il n'a toujours pas payé. 596.1, il faut s'informer réciproquement, à savoir si nos revenus changent puis si notre situation économique change pour s'assurer que la pension alimentaire versée soit legit. Bon, autorité parentale, on a justement devoir de garde, surveillance, éducation. Si on a une chicane par rapport à ça, à 604, on saisit le tribunal. 605, que la garde de l'enfant a été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, les parents conservent les autres
les autres bénéfices, les autres droits de l'autorité parentale, d'échéance d'autorité parentale, dispense de l'obligation alimentaire. On a fait le tour. Loi sur le divorce. Allons-y, puis après ça, on ira checker les pensions alimentaires et les demandes du CPC. Donc, loi sur le divorce, il faut toujours aller voir cette loi-là lorsqu'on parle de divorce dans une situation où on a un mariage qui est dissolu par divorce. Il y a un article qui nous dit que c'est la loi sur le divorce qui s'applique. On va toujours lire les définitions pour être sûr de ne pas se faire avoir. Hein? 517 qui nous dit que la dissolution du mariage par divorce se fait sous la loi, je pense que c'est ça, mais la loi fédérale en tout cas. Donc, bon, la compétence de quelle cour est compétente. Bon, on peut skipper ça. On va aller à l'article. Par contre, parce qu'il y avait quand même oui, mais c'est savoir dans quel. Mais en fait, c'est que dans quel. Oh, ouais, il faut savoir dans quel truc on peut intenter l'action. On faut mélanger ça avec les articles 41 à 48 du Code de procédure pour déterminer c'est où qu'on fait le jugement. Puis, c'est peut-être article 3.1, enquête là. Dans le cas d'une action en divorce, à compétence pour instruire l'affaire et en décider le tribunal de la province où l'un des époux a résidé habituellement pendant au moins l'année précédant l'introduction de l'instance. Donc, si quelqu'un déménage en Ontario là, juste pour faire son SMAT pour essayer de dire ah ben tu résides plus au Québec, vous ne pouvez pas me poursuivre au Québec, ça ne marche pas. Il faut que ça soit, il faut qu'il réside à l'endroit pendant au moins l'année précédant l'introduction de l'instance. Oui, Mégane. Juste pour être certaine, tu sais, tantôt quand on a parlé de l'obligation alimentaire, il y avait un exercice, dans le fond, c'était un enfant majeur, mais ses parents, ils s'étaient divorcés. Yep. Puis le recours, il fallait qu'il soit intenté sous le Code civil. Est-ce que c'est parce que l'enfant majeur, il n'était pas compris dans enfant à charge? Pourquoi est-ce qu'il fallait l'intenter sous le Code civil pour avoir une pension alimentaire, dans le fond, quand il est majeur? Parce que, justement, quand tu regardes la définition d'enfant à charge, c'est vraiment pour enfants à charge. on dit, il se trouve dans une des situations suivantes. A, il n'est pas majeur et est à leur charge. Oui, c'est ça. Ou il est majeur et à leur charge sans pouvoir, pour cause de maladie ou d'invalidité, cesser d'être à leur charge et subvenir à ses propres besoins. Donc, c'était vraiment pour ça. Fait que si on a Je pense que c'est pour ça, mais attends, faudrait que pour être sûr. C'est comme tu peux être aux études. Là. Mais c'est ça, c'est que tu t'es mais as-tu l'exercice en. Tu sais lequel? Ouais, c'est la question. Attends, je pense que c'est. Je vais aller voir ça à l'instant. C'est la question 4, de fond, dans l'exercice pratique d'évaluation en droit de la famille. C'est Rick Marino, il est âgé de 19 ans, il étudie à l'Université Laval, il a l'intention de demeurer nanana à Québec. Puis les autres disent ils sont dans une instance de divorce, puis ils veulent pas l'aider financièrement. Fait que là, dans les choix de réponse, il faudrait que tu choisisses Rick Marino peut intenter un recours alimentaire contre ses parents en vertu du Code civil du Québec, puis il devrait joindre un état de ses revenus nanana. Mais on pouvait pas choisir qu'il intentait un recours alimentaire contre ses parents. Fait que, selon la loi sur le divorce. C'est ça que le principe de l'alinéa 2 qui permet à l'enfant majeur d'intenter un recours contre les parents quand il n'est pas capable de subvenir. Parce que, dis-toi, parce que c'est exactement ça. En fait, c'est encore plus simple que ça, mec. C'est que l'enfant majeur n'est pas en instance de divorce. C'est pas une partie en instance de divorce. C'est lui qui demande. Fait que le parent pourrait demander, mettons, la mère pourrait demander une créance alimentaire pour le kid à l'université, mais le kid ne peut pas demander une créance alimentaire parce qu'il ne se divorce pas de ses parents. Fait que, vu que lui, il ne se divorce pas, il ne peut pas faire une demande dans le cadre du... Donc, juste pour être certaine, si, mettons, moi, je me divorce, je peux demander la créance alimentaire pour moi, je peux la demander pour mon kid mineur, je peux la demander pour mon kid majeur aux études. Yep. Sous la loi du divorce. Mais si moi, je suis une étudiante puis je veux que mes parents m'aident, ouais. peu importe on est dans quelle situation, il faut devoir passer par le Code civil parce que tes parents, ils ont pas le... Ouais. C'est une obligation alimentaire civile sous... c'est ça, c'est ça.
Le tribunal, tu sais, la loi sur le divorce permet. C'est ça. Fait que, tu sais. Alimentaire. Alors que sous le CCQ, c'est créanciers, débiteurs, les époux et conjoints, de même que les parents en ligne directe. Fait que c'est en ligne directe avec tes parents qui te permet. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis même si, justement, l'époux peut demander un truc pour quelqu'un sous la loi sur le divorce, on ne permet pas que d'autres parties viennent se greffer à l'instance en divorce, là, grosso modo. Donc, jamais, mettons, un enfant pourrait faire une demande pour mettre une mesure accessoire pendant une instance de Non, divorce. pas sous la loi sur le divorce. OK, c'est good. Pas là, sous la loi sur le divorce. Exact. Ahmed écrit dans le chat, là, 15.1 c'est sur demande des époux. Exactement, c'est ça. Fait que c'est 15.1 c'est vraiment sur demande des époux, alors que 586, c'est vraiment beaucoup plus large. 185, pardon. Mais 186, ouais, c'est ça. Article 8.1, celui-là sur le divorce. Le tribunal, c'est très important aussi, il y avait une pogne dans les exercices, puis il faut le comprendre. Le tribunal peut donner le divorce s'il y a échec du mariage. Il y a échec du mariage si, en fait, il est établi que dans les cas suivants. Les époux ont vécu séparément pendant au moins 1 an avant le prononcé de la décision sur l'action en divorce et vivaient séparément à la date d'introduction de l'instance. Donc, tu fais une demande d'introduction d'instance en divorce, tu vis 1 an séparé. Une fois que tu as vécu 1 an séparé, le tribunal peut dire vous êtes divorcé. Ou, Vous êtes depuis à la quelle célébration du article? mariage, l'époux contre qui le divorce est demandé, donc, a soit commis l'adultère, soit traité l'autre époux avec une cruauté physique et mentale. Donc, la personne qui trompe son mari ou qui bat son mari ne peut pas demander le divorce pour cette raison-là. C'est uniquement la personne battue ou la personne qui s'est fait tromper qui peut demander le divorce sur cette base-là. BII renvoie à violence conjugale, mais les ajouts. Oui, ils définissent mieux. Ouais, dans la définition, ils redéfinissent violence conjugale et tout. Donc, mais grosso modo, c'est ça. Si on se demande qui peut. Il y avait là-dessus, qui peut intenter un recours en divorce, puis comment, ben, ça dépend justement de est-ce que la personne s'est fait tromper ou pas, et ou si c'est elle qui a été victime de violence ou pas. Bon. Article 15. Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. Donc, on peut, sur demande, décider des ordonnances alimentaires. 15.2, ordonnance alimentaire au profit d'un époux. 15.3, très, très, très important, priorité aux aliments de l'enfant. Donc, si l'époux n'a pas beaucoup de cash, puis ça va faire que qu'il n'y a pas d'argent pour la pension alimentaire pour enfants puis pour époux, on ne va pas diviser la pension pour enfants. On va donner la pension pour enfants, puis l'époux, il va s'arranger. Ensuite, le tribunal peut aussi rendre des décisions en matière de garde, d'ordonnance parentale, ordonnance de contact. L'idée, c'est de dire, comme sous l'article genre 604 du Code, quand on se chicane sur la garde et tout, mais ici, le tribunal peut rendre justement ordonnance parentale, ordonnance de contact. Ici, bon truc, si on ne vous mentionne pas la loi qui est applicable dans la situation, puis on fait juste vous dire ordonnance de contact ou temps de garde, bien là, à ce moment-là, ça va pouvoir déterminer c'est quoi le code qui s'applique dans la situation. Fait que si on vous dit Julie intente un recours en ordonnance parentale ou en ordonnance de contact à l'égard de son conjoint, puis on ne vous mentionne pas c'est dans quelle loi que ça s'applique, c'est uniquement dans la loi sur le divorce qu'on utilise les termes ordonnance parentale et ordonnance de contact. Fait que ça permet d'identifier justement dans quelle loi on se trouve. Donc, on va prendre tout plein de facteurs à considérer. Et après ça, on peut rendre des ordonnances parentales sur l'exercice du temps parental, basically la garde de l'enfant, à l'égard de tout enfant en charge. On peut justement accorder le temps parental selon un horaire. 16.2, très important, sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental exerce exclusivement durant ce temps les décisions quotidiennes à l'égard de l'enfant. Donc, c'est un peu comme la garde. La personne qui a la garde exerce les trucs reliés à la garde. Fait que, ce que l'enfant va manger le matin, ça va relever du temps parental. Par contre, l'école où va l'enfant, ça va relever des deux parents parce que c'est pas quelque chose qui est directement, c'est pas une décision quotidienne. 16.5, ordonnance de contact sur une demande d'une personne autre qu'un époux.
rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge. Donc, grosso modo, les grands-parents maternels veulent continuer à avoir leur enfant, même si la mère n'a plus la garde du tout, par exemple, parce que je sais pas, c'est une toxicomane. À ce moment-là, les grands-parents peuvent quand même faire une demande pour eux continuer à voir l'enfant. 16.5.1, ordonnance de contact. Bon. Ensuite, changement du lieu de résidence, déménagement important. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que 16.8, on dit la personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l'enfant avise l'autre personne, grosso modo. Par contre, si on parle de déménagement important, donc ça va être défini au début de la loi, là. Déménagement important. Ouais, ça va de tout changement de lieu, s'il est vraisemblable que ça va avoir une incidence sur les rapports. Fait que, si tu déménages au Manitoba, tu avertis l'autre personne. Puis là, à ce moment-là, il y a un avis, il y a des exceptions, il faut que ça soit autorisé, il faut prendre en compte le truc de l'enfant, etc., etc. On peut contester ça, ça peut aller en cours. Voilà. Non, mais je veux dire, je vais pas, mais il y a 32 articles, là, si on est dans une situation où la personne déménage puis elle veut garder son enfant, puis mettons, elle la garde 90% du temps ou 3 semaines sur 4, puis là, l'autre parent est comme, ben là, si tu déménages au Manitoba, moi, je ne vois plus l'enfant du tout. Puis là, on peut contester, ça va en cours, etc., etc. Ordonnance modificative, donc, on peut demander une modification, une annulation ou une suspension rétroactivement et pour l'avenir des ordonnances alimentaires, des ordonnances parentales, des ordonnances de contact. Donc, encore une fois, la procédure, on peut lire tout ça. Puis ensuite, les actions interprovinciales, là, ça nous intéresse pas. Où ça? Non, je peux mettre de renvoi à 612 de Brège. C'est quoi 612? C'est la modification. OK, bon, ben, on va se le mettre quand même, juste pour se dire. Si jamais, exact. Et on parle de quel article qui renvoie à 612? L'article 17, les deux articles disent qu'on peut demander des révisions des différentes ordonnances. Tout simplement. Donc, ça va compléter la loi sur le divorce. Je ne pense pas qu'on a besoin de se pencher plus longuement là-dessus. Juste comprendre généralement que justement, il faut déterminer on est sous quel régime. Ça va vraiment déterminer, premièrement, la capacité du tribunal d'accorder des aliments à des personnes différentes. Puis ensuite, on regarde justement c'est quoi la table de fixation qui s'applique. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil rapido presto parce que le temps file, ça fait déjà 1h40 qu'on s'amuse à faire ça. Donc, premièrement, la table de fixation va être imprimée pour l'examen. Donc, n'oubliez pas de l'imprimer. Il faut qu'elle soit en date de janvier 2023. Au bas de la table, vous allez avoir aussi la déduction de base qui est modifiée. Je pense qu'elle est à 12 475 cette année. À ne pas confondre, à ne pas mélanger, surtout pas la table 2022. Vous allez malheureusement avoir des mauvaises surprises. Moi, quand j'essaie de l'imprimer directement du barreau, c'est tout fini, et je l'ai imprimé directement. Oui, les documents du barreau ne sont pas très beaux, fait on peut l'imprimer directement sur le site. Là, on tape tarification alimentaire puis elle sort tout de suite. Donc, si on va voir dans le règlement sur la fixation de la pension alimentaire, là, dans votre code de procédure civile, premièrement, il y a à la fin de ce beau code, tout le beau formulaire ici là, que vous pouvez aller consulter qui, étape par étape, vous permet de calculer la pension alimentaire dépendamment de la garde qui est attribuée. Donc, on se rappelle, plus de 70 jours par année, on est dans une garde entre 20 et 40 du temps. Puis quand on a la garde plus de 40 du temps, ben, c'est considéré comme une garde partagée. Donc, ça va changer la manière dont est calculé le truc. Souvent, à l'examen, ça va être indiqué dans les questions que vous avez le droit exceptionnellement d'écrire dans vos codes. Fait que si vous voulez, là, pour vous aider à l'examen, n'hésitez pas à prendre votre crayon de plomb et écrire dans votre code pour faire la table, pour être sûr de ne pas se mélanger. La seule affaire que je vous mentionnerai par rapport à ça, avant que l'on ne se quitte, c'est si on va voir dans la loi sur la fixation des pensions alimentaires, il y a des définitions qui sont très importantes. Parce que c'est sûr qu'après ça, c'est inscrit généralement, tous les trucs par rapport aux revenus et tout,
vont être inscrits dans la table de fixation qu'on va voir les lignes 201 et suivantes pour calculer le revenu du parent. En fait, les lignes 200 et suivantes. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis les exceptions sont là. On dit les autres revenus à l'exception des transferts gouvernementaux, intérêts et dividendes. En tout cas, vous voyez comment ça fonctionne. C'est assez simple. Le seul point important à prendre en compte, c'est ici, voyez-vous, les frais. Quand on dit les frais supplémentaires, à l'article 9 de la fixation des pensions alimentaires pour enfants, et il y a aussi dans la loi sur le divorce. Excusez-moi, c'est le règlement, c'est pas la loi. C'est la loi. Oui, exact. Mais c'est fixation des pensions alimentaires pour enfants, la page E142 du Code Wilson. Mais je sais aussi que dans la loi sur le divorce, il y a la définition de frais. J'essaie de vous retrouver à l'instant. Ça va être quelque part dans la pension alimentaire, là, justement. Et on va dire qu'on peut avoir des frais supplémentaires. Là. C'est un peu la même chose, mais bon, il faut quand même le comprendre. Arrangement raisonnable, priorité aux aliments, intérêt de l'enfant. C'est-tu dans 16? Je ne sais pas c'est où. Mais je sais que dans la loi sur le divorce, on définit aussi justement les frais particuliers. Là. J'essaie juste de trouver c'est où en même temps. Ah, peut-être. Oui, oui, ça se peut très bien. Attends. Oui, mais ça, c'est neuf pour le règlement de fixation. Mais je cherche dans la loi sur le divorce, moi. Parce que neuf a été abrogé. Si quelqu'un le sait, là, dites-moi là, si c'est quelqu'un qui sait c'est où ça se trouve. Mais c'est quoi tu cherches au juste? En fait, je cherche dans la. Je ne sais pas si c'est dans la loi sur le divorce ou c'est dans la table de fixation fédérale, mais je cherche la définition de frais pour. Ça pourrait être dans les lignes directrices? Oui, c'est ça, exact. C'est l'article 7 des lignes directrices. On dit les frais relatifs aux soins de santé, les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires, tout programme éducatif, les frais relatifs aux études postsecondaires, les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires. Donc, l'idée, c'est de se dire que sous l'article 7 des lignes directrices fédérales, donc sur la loi sur le divorce, ou de l'article 9 du règlement de fixation des pensions alimentaires pour enfants lorsqu'on ne traite pas d'un divorce sous la loi sur le divorce, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est juste que la loi, le règlement de fixation est un peu plus précis. Donc, on dit les frais de garde, les frais d'études postsecondaires, les frais particuliers, donc frais médicaux, frais relatifs à des études primaires ou secondaires, programmes éducatifs, activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte à l'égard de l'enfant la situation particulière dans laquelle il se trouve. L'idée générale, c'est de dire que généralement, les trucs qui ont été faits et engagés pour l'enfant avant le divorce, avant la séparation, vont être conservés sans trop de problèmes. Puis c'est juste par la suite, si le parent décide que maintenant qu'il est divorcé, puis que, comme par hasard, son ex fait plus d'argent, il va inscrire l'enfant à des cours d'équitation, puis il faut acheter un cheval. Là. Mais là, à ce moment-là, peut-être que le tribunal va dire que c'est pas nécessaire, là. C'est pas un besoin que dicte à l'égard de l'enfant la situation particulière dans laquelle il se trouve, mais ça va rester à la discrétion du tribunal. L'idée, c'est de dire, quand on calcule les frais supplémentaires dans la table de fixation des pensions, dans le règlement, là, les lignes 403 et suivants, on voit les affaires, justement, frais de garde net, frais d'études postsecondaires net, frais particuliers net. Et là, à ce moment-là, ça va justement être, par exemple, les cours de yoga parce que l'enfant est en sport-études yoga. L'enfant est en sport-études de quelque chose, ça coûte 12 000 $ par année. Mais très important, dans une des situations, pour ça que je vais regarder avec vous là, pour terminer, dans un des exercices justement à cet effet, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus parce que moi, j'avais une problématique que je ne comprenais pas trop. On disait grosso modo que on regardait justement qu'est-ce qui se passait puis qui recevait la pension alimentaire. Puis dans cette mise en situation-là, on payait justement les frais d'études de sport-études de hockey du petit gars, mais on ne payait pas le cours de yoga de la jeune fille. Puis c'était pas considéré comme étant un frais particulier. Puis là, j'étais vraiment en réflexion à savoir de pourquoi exactement le yoga ne devenait pas un truc. Parce que c'est pas dans les activités parascolaires, alors que le hockey était dans les activités parascolaires. Je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Mais moi, j'ai eu la même réflexion que toi, Arthur. Moi aussi, j'avais fait l'erreur de dire je les inclus pas, c'est pas, ça fait pas partie des activités. Ça fait pas partie de, mettons,
il fait la compétition ou peu importe. C'est Will. C'était comme contradictoire, les deux. Oui, mais c'est ça. C'est ça, j'essaie de retrouver l'exercice, mais j'étais vraiment comme, ben, c'était comme, c'est quoi l'affaire, là? Le contexte parascolaire, exemple. Oui, mais le contexte parascolaire, on n'a pas nécessairement un rapport, là, parce que. Très particulier, soit les frais annuels, autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires. Oui, parascolaire, ça veut dire, ouais, parascolaire, c'est le yoga. Mais dans l'autre exercice d'à côté, on donnait des frais de piano, puis l'enfant, on pouvait payer ses frais de piano, puis on disait que c'était legit. Piano, est-ce Est-ce que Je pensais qu'elle allait marcher à parade des heures. Donc, si je regarde, maintenant, je pense que c'est le dossier Giroux, dans les exercices de théorique, on dit justement que Ludovic fréquente l'école du quartier d'immersion en anglais, puis il est doué par le piano, puis il fait des cours de piano de 400 pièces par mois. Puis lorsqu'on corrige, je vais regarder voir si je me trompe, mais lorsqu'on corrige, non, c'était pas une école pour le piano, c'était une école pour l'anglais. Fait que là, je regarde justement combien ça coûte. Est-ce qu'on prend en compte le piano? Puis on prend en compte justement les cours de piano 400 fois 12. Alors que là, ensuite, je ne sais pas si où. Il est où la question du yoga? Je ne sais pas, je vais le retrouver. À l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve, mettons là, il mentionne qu'il y a des talents particuliers. Mais il semble que pour le hockey aussi, il mentionnait Mais peut-être c'est ça, c'est sûr. Pour le hockey, on est vraiment dans un contexte. Il y a un contexte de performance à l'égard de l'enfant. Mais est-ce que ça se peut que le salaire jouait? Parce que l'article 587.1 alinéa 2 dit qu'on peut rajouter des frais, mais eu égard aux besoins et facultés de chacune des parties. Est-ce que ça se peut que dans un des énoncés, il y en avait un qui n'avait peut-être pas les moyens, à l'autre que dans l'autre? Non, c'est ça, puis le yoga coûtait moins cher que genre le basket de haut niveau, parce qu'elle faisait deux affaires, en fait. On dit, Olivier étudie en technique policière, les coûts afférents à ses études représentent 875 nets par session. Puis ensuite, Stella est très sportive, elle fait partie d'une équipe de basketball de haut niveau. Ses parents sont fiers d'elle et l'encouragent à poursuivre cette activité dont les coûts nets sont de 3500 annuellement. Elle suit aussi des séances de yoga pour un coût net annuel de 175. Fait que c'est minuscule. Est-ce que ça veut dire, mettons, que on va prendre en compte les frais que des activités que tu prends en faire une carrière, mais pas le reste? Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tout ce qui est hockey, basketball, si tu joues au piano, c'est correct. Ça, c'est tout correct parce que, mettons, un jour, ça pourrait peut-être être une carrière, mais pas le yoga. Mais c'est ça, ma logique, c'était de me dire, parce que j'ai trouvé l'exercice, c'est l'exercice dossier royal dans le perfectionnement. Et basically, je vais vous partager l'écran, en fait, ça va être plus simple. Vous allez pouvoir lire par vous-même là, cette magnifique boîte du barreau. Là. On nous dit justement que, bon, les frais d'études postsecondaires sont considérés, mais les séances de yoga ne sont pas des frais particuliers, voire collection de droits, volume 4, ce qui est un peu large comme mention. Il n'y a pas de page qui est donnée, mais c'est ce que j'en comprends. C'est la logique que me suis appliquée. Je me suis dit, si on disait elle fait partie d'une école de yoga pour apprendre à devenir prof de yoga, là, on pourrait dire, mais tu sais, justement, là, les cours de... Ça a l'air jurisprudentiel, puis ça a l'air un peu PS, mais l'idée, c'est de dire, je pense, justement, si c'est juste une activité, un peu un one-time thing qui ne coûte pas trop cher, puis c'est des cours de yoga sur le side, ça ne comptera pas. Mais en même temps, tu sais, les cours de piano ou le programme de hockey, fait à méditer. Je suis retournée voir, puis c'était ça, c'était le contexte, comme tu dis, Mégane. Le contexte d'en faire une carrière. Scolaire, que c'est dans un cadre structuré, que c'est... C'est ça, mais tu sais, on dit les frais relatifs à des études primaires ou tout autre programme éducatif. Fait qu'un cours de yoga, ça peut être un programme. Mais tu apprends à faire tu sais, un cours de quelque chose. J'essaie de donner une réponse. Ah, OK. Karianne nous écrit qu'il semble que les frais particuliers devraient être chers. Genre, ça disait dans la collection qu'un coût de genre 5 000, c'est particulier, mais 175, non. C'est une bonne. Honnêtement, ça fait beaucoup plus ça a beaucoup plus de sens que la différenciation qu'on essaie d'établir, je crois, Meg, au niveau de la carrière, même si c'est pas fou, de dire si c'est genre 100$, c'est tellement minime qu'on va pas commencer à se faire chier à se piter 50-50. Tu sais? Alors que si c'est genre 1500$ par année, ben là, à ce moment-là, on va dire OK, là, ça commence à coûter cher. Un parent devrait payer aussi sa part. Donc, sur ce, je stoppe le sharing de l'écran. Donc, si vous avez
des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser. Si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me corriger, que ce soit ici ou dans les commentaires quand je vais le poster sur Facebook. Je vous conseillerais justement, faites quelques petits exercices justement de fixation de pension alimentaire, puis faites des exercices justement de patrimoine familial et tout. Je sais qu'il y avait une fille qui avait posté sur le groupe pour un examen de pratique et l'a ensuite enlevé. Moi, je n'ai pas les mêmes scrupules, disons. Donc, si vous voulez avoir accès à cet examen, écrivez-moi en privé, je vais vous transmettre le document. Euh, mais on va se faire une contre-lettre, à savoir que je ne vous ai jamais donné ça s'il y a un problème qui en ressort par la suite, mais ça va me faire plaisir de vous l'envoyer puis de porter à votre attention ces examens de pratique-là qui sont très, très utiles et très, très pertinents, où vous pouvez vous pratiquer à faire des calculs justement de société d'acquis et de patrimoine familial. Puis à ce moment-là, vous vous rendez compte justement des petites pognes, justement, à savoir est-ce qu'on parle de valeur partageable des biens, valeur partageable, tu sais, en tout cas. Donc, Attendez, je veux juste mentionner, parce que j'avais dit 5 000 $, mais je pense que si vous allez voir le dossier Miller, qui est yeah. juste après le dossier que tu viens de parler, ça disait que les frais particuliers, c'est généralement l'excédent de 5% de la contribution alimentaire parentale de base. OK. OK. 5%. OK. Je vais essayer de me le noter d'une manière spécifique, là. Généralement auto, mais il y a comme des Ouais, je pense que ça, la c'est variable, mais je jurisprudence. pense qu'à l'examen, la différenciation va probablement être faite de manière très claire. Fait que moi, je vais me mettre un renvoi à l'article 5 et à l'article 100, avec une barre oblique entre les deux. Parfait, je vais faire ça aussi. Parfait, génial. Merci beaucoup, Gariane. Fait que j'arrête l'enregistrement ici et je vous souhaite une magnifique journée et une bonne étude à tous. On se voit demain pour ceux qui viennent venir à la révision de pénal et admin.